Le feu submergeait les plinthes au sol et brûlait le plafond ainsi que les murs. Partout autour de nous se trouvait le feu. Personne ne pouvait y échapper. Ma main brûlèrent contre le mur quand j'ai voulu prendre la porte. Ma main brûlèrent contre le mur quand j'ai voulu prendre la porte. Ma main sur la poignée en métal. J'ai senti qu'elle fondait à même la chair de ma main. J'ai essayé de m'enfuir, et cette nuit-là, je me suis réveillé dans mon lit. Je suis sorti, et j'ai été dans le couloir. Traversant le couloir, l'impression qu'on me regardait. À l'extérieur, dehors, il y avait cette femme, au visage un peu, au visage un peu diffus, l'expression perdue, le voile, le voile blanc sur le visage, une grande robe blanche. Elle attendait, le vent dans sa robe blanche avec une traîne derrière. Je suis allé voir le miroir, et je me suis mis face à lui. J'ai attendu, et j'ai senti quelqu'un marcher derrière moi. J'ai tourné directement, le buste uniquement. Et mon frère est arrivé. Je l'ai regardé, et on est resté assis, par terre. Je lui ai demandé comment ça s'était passé à la morgue. Il m'a dit qu'il avait habillé une femme. Je lui ai demandé si elle ressemblait à une femme diffuse, au visage un peu perdu, blanc très pâle, et qu'elle portait une robe quand on lui a apporté. Il m'a expliqué que non, c'était une jeune fille, aux cheveux blonds. Une jeune fille aux cheveux blonds, qui était très longs. Il a dû les couper pour pouvoir les raccourcir et pour nettoyer ses cheveux. Elle avait de la terre sous les ongles, était complètement mutilée. Cette fille, au corps très mince, presque comme si elle avait porté un corset, était juste près de lui, devant la table. Plus il la nettoyait, plus il sentait que quelque chose était avec lui, que quelque chose la regardait. Pas quelque chose de malveillant, mais une présence, comme une présence près de toi, qui vient prendre soin de toi, qui t'observe et qui te regarde. Elle ne te juge pas, elle ne te dit pas quoi faire. Elle est juste là avec toi. Il continuait, il continuait son travail et sentait toujours cette présence se rapprocher. De l'extérieur, il imaginait le monde se transformer. Les voitures s'arrêtaient devant, les voitures s'arrêtaient juste devant l'hôpital, laissaient les patients rentrer. Les médecins au-dessus, à quelques étages plus haut, qui étaient en train de qui étaient en train de passer un rendez-vous avec les personnes qui l'écoutaient attentivement. Nous sommes sortis, nous sommes sortis et on a rencontré un vieil homme la main pleine de sang. Quand on a rencontré un vieil homme la main pleine de sang, il a dit que ça c'était pas grave, c'était un incident de travail. On a regardé sa main, il nous a invités chez lui et il nous a invités chez lui et à ce moment-là, il nous a dit je vous en prie, rentrez. Sa main pleine de sang, il nous a servi un verre. Le sang qui était resté sur le verre, on l'a regardé et on lui a dit qu'est-ce que vous faites comme métier? Et la conversation avait commencé. Honnêtement, il ne dévoilait ni ses cartes, ni son jeu, ni qui il était réellement. On avait presque l'impression de parler à un miroir, de parler à notre propre double, mais c'était impossible. Insensé. La nuit, je suis allé me coucher, et comme toutes les personnes à qui c'est déjà arrivé, j'ai eu l'impression que quelque chose me regardait. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était l'amas de vêtements que j'avais laissé sur le côté. Je les ai pris, cet amas de vêtements, et là, je les ai pliés. Finalement, ça ne ressemblait plus à une silhouette qui attendait dans le noir. On est revenu à la maison, une autre maison, la maison d'une amie. Celle-ci n'avait plus d'électricité, alors on en a profité pour passer une journée complètement dans le noir. On en a profité pour passer une journée complètement dans le noir. Cette journée, on l'a passée à l'extérieur de la maison. Mais le soir venu, on a attendu dehors et nous sommes rentrés dans la maison.
Une fois qu'on était rentrés, on s'est tous mis à allumer des bougies. On s'est tous mis à allumer des bougies les unes après les autres. Et dans la maison, il faisait complètement noir. L'impression qu'on se, l'impression qu'on se dispersait dans la maison, qu'on rentrait dans les chambres et qu'on apparaissait à certains endroits. Des endroits qu'on ne pouvait pas repérer par rapport aux murs, par rapport aux plaintes, par rapport aux armoires et par rapport au lit. L'impression qu'on marchait dans le vide, dans un énorme couloir qui était vraiment, qui était vraiment parfois un petit peu sinueux, parfois qui tournait en angle et parfois qui revenait là où il était. On avait l'impression d'être en fait dans un labyrinthe. Mais nous n'étions que dans la maison. Quand on descendait les escaliers, le noir, contrairement à la lumière, ne donnait plus cette impression de descendre un escalier, mais donnait cette impression de continuer tout droit. Les marches, c'était comme si le sol c'était comme si le sol se disloquait sous nos pieds et qu'il disparaissait, comme si on s'enfonçait finalement. Et on avançait. C'était assez, c'était assez chouette d'avoir passé la soirée comme ça, sans lumière, éclairé à la bougie, qu'on a passé souvent dans le salon plutôt que dans les chambres. De temps en temps, on montait et de temps en temps, on descendait. Cela dépendait de ce qu'on devait faire. On est sortis un matin devant la maison, tous les trois, ma mère, toi et moi, et on a regardé le ciel. Un énorme vaisseau est apparu de nulle part. Un énorme vaisseau circulaire, grand. Circulaire, pas dans sa forme, mais long dans sa taille et dans sa largeur circulaire. Circulaire dans sa largeur, avec deux arcs de cercle qui étaient en train de tourner. Il est arrivé et était un peu plus mince à l'avant, un peu plus grand à l'arrière, en forme de cylindre. Il s'est arrêté. Et des gens sont descendus. Ils n'avaient pas de masque, ils étaient simplement armés. Armés de grosses vestes en cuir et armés de vêtements assez solides, avec, avec des crochets en métal. Des sortes de crochets en métal qui tenaient leurs cuisses, qui tenaient leurs jambes. Et parfois même de grandes vestes avec des ceintures, des boucles de ceinture. Ils avaient des vêtements qui paraissaient vraiment très solides, des vêtements qui paraissaient même parfois inifugènes, qu'on ne pouvait pas brûler, qui étaient vraiment là pour les protéger. Des sortes d'énormes boucles de ceinture sur leurs jambes, et ils avaient un ceinturon, un peu de travers. Une femme avec un regard perçant et noir, et de longs cheveux noirs, s'est adressée à nous. Elle s'est adressée en tant que le nom de Octavia. Et puis ensuite, elle est partie. Elle est partie, elle est remontée. Et une personne a appelé cette femme qui est arrivée, Octavia, l'a appelée Blood Reina. Finalement, en l'appelant Blood Reina, elle est repartie. Elle est montée dans le vaisseau. Et le vaisseau s'est en allé. Tout de suite. 4 filles sont arrivées. Une blonde, une brune, une autre brune et 2 autres blondes. Elles sont arrivées et elles nous ont demandé, simplement en groupe, un chemin précis. Et on leur a indiqué. On est allé jusque dans la forêt, avec elles, en face de plusieurs sororités et fraternités. On leur a dit que c'était ici, et elles ont disparu. On a vu leur silhouette disparaître dans les profondeurs de la forêt. Elles cherchaient quelqu'un, quelque chose. Mais qui ça? On savait pas vraiment. On est allé à une maison de vacances où on a rencontré une famille. On est allé à une maison de vacances où on a rencontré une famille. Il y avait plein d'enfants qui jouaient dehors, mais une tente, légèrement sinistre. Légèrement sinistre, cette tente, à l'extérieur, était couverte de sang. Au début, on a pensé que c'était simplement, on a pensé que c'était simplement autre chose, pas du sang, mais on est resté là.
On est resté là et ensuite, après quelques nuits chez eux, on a pris le métro. 4 femmes, énormément silencieuses. 4 femmes, 5 ou peut-être 6, un groupe de femmes, étaient en train de nous regarder, énormément silencieuses. Elles avaient l'air tous d'avoir un secret à cacher. On a marché, et j'ai proposé le lendemain, en rentrant à la maison, de sortir et d'aller jusqu'à un tout vieux manoir. Et on a trouvé ce tout vieux manoir. On savait pas ce que c'était. On est rentré dedans. Le toit était percé. Et quand on marchait, il y avait de l'argile rouge qui ressortait à la surface. On a marché et on a regardé. C'est presque comme si la maison nous parlait. C'est presque comme si elle nous parlait. Clairement. On avançait. Dans la cuisine, des couteaux ont été retrouvés. J'en ai pris un, mais tu m'as dit tout de suite d'arrêter. Cette vieille maison, juste à côté, qu'on a trouvée. On est arrivé dedans. Une salle avec des caméras. Elle était très étrange, très silencieuse. Je suis resté là, et on a trouvé un vieux livre avec des histoires de fantômes, des histoires d'horreur. On a passé la nuit dans cette maison, même si moi je n'en avais pas clairement envie. Je n'en avais pas clairement envie, et on est allé sur la plage. On est allé sur la plage le lendemain, dans le Palais des Glaces. Dans le Palais des Glaces, on a commencé, tous les trois, à se disperser. Et on a joué à un jeu où on devait siffler pour pouvoir se retrouver. C'était amusant, jusqu'à ce qu'on découvre une famille qui était avec nous. Ils ne vivaient pas très loin et nous ont invités dans leur maison. Leur défunte fille était morte, mais on était restés quand même. L'ambiance était étrange, porteuse de secrets. On était là, et la mère nous a montré les nombreuses maquettes qu'elle faisait. Des maquettes de sa maison, des pièces de sa maison. On est allé à un hôpital voir l'un de mes proches. L'une de mes copines alitait, et on l'a regardée. On est resté avec elle, je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a dit qu'elle allait bien, même si elle avait le teint pâle. Quand on est resté avec elle, finalement, j'ai dit que j'avais un Airbnb et qu'on pouvait y passer la nuit. Je lui ai dit de garder mon PC, comme ça elle pourra nous communiquer de là-bas, parce que j'ai un deuxième PC dans cette maison, et on y est allé. On est arrivé avec un gros 4x4, et quand on est arrivé là-bas, j'ai poussé la porte. Tout le monde est monté et a choisi sa chambre. J'ai ouvert mon PC, et tout de suite j'ai dit Salut. On est arrivé au Airbnb avec le PC en main et tout le monde derrière moi. Je lui ai fait la visite du Airbnb, même si elle le connaissait déjà. Et puis ensuite de l'autre côté, un peu plus loin, on a pris la route jusqu'en ville. Jusqu'en ville, on a pris la route. Ça a duré beaucoup de jours. On s'est arrêté, on s'est arrêté à de nombreuses reprises sur le côté, sur des aires d'autoroute. Mais sur le trajet, j'étais hypnotisé. J'étais hypnotisé par les autres voitures, par leurs phares arrière rouges et les phares arrière blancs quand elles nous dépassaient. J'étais aussi hypnotisé par les lampadaires et les panneaux que je voyais défiler devant moi. Arrivé en ville, j'ai frappé à une porte et cet homme a commencé à nous laisser rentrer. Sa fille, sa fille était venue juste près de moi en nous disant viens voir ce que mon père sait faire, viens voir ce que mon père sait faire. Une fois dans sa chambre, elle nous a montré plein de dessins que son père avait fait. Elle nous a montré plein de dessins que son père avait fait et on a regardé ces dessins les uns après les autres. Le père a commencé à se montrer. Le père a commencé à se montrer très très très. Il a commencé à se montrer très très gentil, mais surtout, plus qu'autre chose, il ne vantait pas ses mérites ou quoi que ce soit. Il était énormément calme comme personne. Il ne vantait pas ses mérites ou ne disait pas que ses dessins étaient les meilleurs. Seulement sa fille les adorait. Alors on est resté là. Une famille que je connaissais depuis longtemps, dont on est allé,
dont on est allé chez eux, nous a invités dans leur grande maison. Ils avaient déjà de nombreux invités. J'avais dit que ça ne les dérangeait pas qu'on aille là-bas et qu'on passe un moment avec eux. On a passé un moment avec eux, même s'ils avaient une fille qui, je trouvais, était légèrement un petit peu fêlée sur les bords. Je trouvais qu'elle partait un petit peu trop dans tous les sens et qu'elle bougeait légèrement trop. Elle avait légèrement des amies qui étaient légèrement insolentes, mais bon, ce n'est pas pour ça que je suis parti. On y est resté. On est allé dans cette attraction énormément dérangeante, où des hommes te regardent, te fixent du regard, et parfois bougent très très vite. Juste une main, un bras, ou alors commencent à te suivre et apparaissent derrière toi. Cette attraction était appelée The Further. Elle était appelée le lointain. On y est arrivé dans cette attraction et finalement on est revenu à la maison. On a regardé une cassette vidéo très intéressante. Dessus, des images qu'on n'avait pas l'air de connaître étaient apparues. On est allé finalement à l'université. Et à l'université, on a rencontré cette femme, Thelma, avec son amoureuse. Elles nous ont invités à manger au restaurant. On s'est assis, la soirée a passé, a duré. Je regardais tout autour de moi, je n'étais pas sûr de l'endroit. Et finalement, quand la soirée a duré et est passée, on s'est retrouvés autre part. Et elle nous a emmenés à l'opéra. À l'opéra. Sérieusement. À l'opéra, je ne m'y attendais pas une seule seconde. Je me disais, pourquoi l'opéra? Pourquoi? Et je regardais la femme arriver. Grande robe rouge. Un homme arrivé. Habillé un petit peu comme elle. Des vêtements anciens. Et j'ai écouté. J'ai écouté suffisamment pour me rendre compte que l'opéra était une réelle représentation. L'opéra était une réelle représentation d'une histoire qui avait existé. Une histoire qui existait. Ensuite, dans sa chambre de l'université, elle nous a expliqué de quoi parlait l'histoire. Elle nous a proposé d'aller voir un ami qui se battait sur des rings de catch et faisait exprès sur des rings de catch ou alors de MMA, de combat libre, faisait exprès de perdre. Ce n'était pas pour de l'argent ou quoi que ce soit, il faisait exprès de perdre pour son patron. Quelque part, elle nous a dit sous la métaphore que c'est un peu comme s'il avait vendu son âme au diable. Son patron récupérait tous les lauriers. Et on est allé en forêt. Elle paraissait très très calme comme femme, très aisée, très très gentille, et en forêt, elle regardait partout autour d'elle et ne nous posait presque aucune question. On était en groupe sur le côté et on la suivait comme guide. On est arrivé sous un énorme pont qu'on a traversé. De l'autre côté, un train renversé sur le côté, complètement sur le sol. On a passé la nuit dans ce vieux train et quand on en est sorti, on a fait le chemin inverse. Quand on est revenu en ville, une femme appelée Greta s'est présentée devant nous. Elle a dit qu'elle avait un énorme château à nous présenter, pas le même qu'on avait vu. Et on est rentré. Et une poupée particulièrement est apparue sous nos yeux. Étrange, la forme d'un enfant, le visage pâle. Le visage pâle, la forme d'un enfant. On est resté là avec elle, longtemps dans ce château. C'était un peu creepy, mais pas réellement comme un film d'horreur. On est allé à Soho. On a pris l'avion. Les voitures nous ont déposés juste devant l'aéroport. L'avion attendait, un jet privé, un petit jet privé. Et on a pris nos bagages, et dans l'avion, on a attendu 2-3 heures de vol, ou peut-être un peu plus. Quand il a atterri, même chose. Des voitures sont venues nous chercher.
Des voitures sont venues nous chercher quand on a atterri. Même chose, on est allé, on est allé dans une école de stylisme où on a rencontré une fille. Une fille que je connaissais, une ancienne amie, mais que j'avais un peu laissée tranquille pour qu'elle puisse passer pour qu'elle puisse passer ses études de stylisme et devenir enfin ce qu'elle voulait être. On est resté longtemps là-bas à Sceaux, et c'est vrai que j'avais un appartement. J'avais un appartement à Sceaux. J'avais beaucoup de demeures qui existaient dans le monde. Et quand on est allé là-bas à cette demeure, on s'est, on s'est tous installés dans cet appartement. Elle est restée avec nous parce qu'elle avait nulle part où aller, juste une petite chambre qu'elle partageait avec une colocataire, pas toujours agréable. Et elle nous a dit: est-ce que je peux rester? Et elle est restée avec nous. On est rentré à la maison en ville que après quelques jours. Elle nous a montré ses créations. Une fois que c'était fini, une fois que ses créations étaient finies et que sa collection était finie, on a participé à son, on a participé à son défilé. Musique forte, musique un peu électronique, et elle nous a emmenés dans un hôtel, un peu plus loin en Amérique. Un peu plus loin en Amérique, elle nous a emmenés dans cet hôtel, et la femme qui nous a servi à l'accueil, qui nous a donné notre clé, une femme nous a servi simplement de guide à travers les couloirs. J'étais pas sûr que c'était une femme, plus un homme qui avait des vêtements de femme. Et cette femme qui nous a donné notre clé avait demandé à cet homme qui s'habillait avec des vêtements de femme, très excentrique, qui ne parlait pas beaucoup, ou alors qui commentait plutôt. Plutôt que de parler, il commentait. Mais il commentait avec gentillesse, il ne commentait pas avec méchanceté. Il disait un peu de cynisme, un peu de sarcasme, et parfois parlait un petit peu méchamment, mais ça partait toujours d'une bonne intention. Il nous a donné notre chambre, il nous a donné notre chambre, et nous nous sommes installés. Une fois qu'on s'est installé, on a joué à un jeu, celui des 100 bougies. On était tous en train de rigoler lorsqu'on sortait les 100 bougies et qu'on les étalait par terre. On se disait: attention, tu vas mettre le feu, tu vas mettre le feu. Moi j'étais en train de me dire: mais n'importe quoi, je vais pas mettre le feu. Et chacun devait éteindre une bougie, après une histoire d'horreur racontée. Quand on est rentré à la maison, il y avait mon père, ses habits de plongée, qui étaient sur le sol, encore mouillés, j'entendais les gouttes tomber, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il était parti faire. Les cheveux mouillés, il est arrivé, après avoir pris une douche. Il m'a regardé et a dit: j'ai été voir les requins. Juste pour rire, je lui ai dit: ah, et tu t'es pas fait bouffer? Il m'a souri et s'est installé juste à côté de moi. Et il m'a dit: franchement, tu trouves ça drôle? Et on a passé la soirée ensemble.